dimanche 3 novembre. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer. Un mois après les violences d'un policier adjoint de la direction territoriale de la police nationale, nous avons suivi des policiers adjoints au centre de la DTPN pendant leur formation. Luc Bassé remporte la médaille d'or au concours du meilleur miel 2024. Cet apiculteur amateur produit son miel Tahitian Bees à Aroué, où il se ressource en compagnie de ses abeilles. Le festival des Australes bat son plein. Il a démarré cet après-midi sur les chapeaux de roue. Durant une semaine, vous serez accueillis à Our Ho. Sur place, vous pourrez voir danse, chant, artisanat et même goûter aux spécialités de cet archipel. Comme il est de coutume en deuxième partie de journal, nous nous intéresserons à l'actualité sportive avec notre expert Oriano Tefo. Nous aurons également le plaisir de recevoir le vice-président du comité organisateur de la Hawaii Kinui VAA 2024, Louis May Otui. Hier soir, aux alentours de 23h, les habitants de Tubway, aux Australes, ont été témoins d'une averse inattendue de petits grelons. Mais bien que cette averse ait surpris les résidents, ce n'est pas une première. Un événement similaire s'était déjà produit les années dernières. Regardez. De la grêle est tombée à Tupoué, c'est plutôt rare. Les habitants ont été surpris la nuit dernière lors d'un épisode orageux. Les grelons de petite taille n'ont pas fait de dégâts. Ce n'est pas la première fois que cela se produit aux Australes. En 2015, l'île avait connu un phénomène similaire et l'an dernier déjà, le ciel avait déversé des billes de glace à Rapa. Météo France explique que ces épisodes de grêle sont souvent liés à des orages violents au sein de cumulonimbus. Le nord des Australes était placé hier en vigilance jaune pour orages et grelons. Un épisode bref, comme le témoigne le maire adjoint. La grêle tombée sur le toit des maisons. Nous avons été voir ça à l'extérieur. En effet, c'est bien la grêle qui tombait sur nous à Tupoué. Tout dépend aussi de la direction du vent. Mais chez nous, ça a duré au moins une minute passée. Et c'est dû à quoi? Peut-être au changement climatique. Parce que chez nous, à Tupoué, le froid commence vers le mois de mai et finit vers fin août. Tandis que maintenant, le froid continue encore comme aujourd'hui. On est en novembre et le froid résiste encore. Alors que l'île retrouve son calme, cet épisode de grêle nous rappelle la beauté imprévisible de la nature. Rappelez-vous de cette polémique soulevée par un policier adjoint de la direction territoriale de la police nationale, la DTPN, auteur de violences aggravées il y a un mois. Nous avons pu suivre la formation des policiers adjoints au centre de formation de la DTPN, une formation exigeante et strictement encadrée. Le reportage de Samtei Naoré. Manipuler une arme à feu demande du sang-froid et une maîtrise parfaite de ses gestes. Ces futurs policiers adjoints sont formés durant 16 semaines afin d'épauler les gardiens de la paix dans leur mission. Certains, comme Wendy, sont habitués à la discipline militaire. Moi, en tant qu'alarmée, je suis habituée. Donc ici, c'était un plus. Ça change, mais je suis déjà habituée à ça. Avant la formation pratique, ces futurs policiers adjoints ont bénéficié d'une formation théorique. La dernière opération, ce sera la vérification du fonctionnement apparent de votre arme. Je vous rappelle, vous êtes responsable de votre arme, c'est la vôtre. C'est vous qui devez vérifier son fonctionnement. La sécurité d'autrui et de soi-même est la priorité de cette formation. Des questions là-dessus? Non? Donc on va passer à la manipulation. Allez, au coup de sifflet, une cartouche. Manipuler une arme à feu est une question de vie ou de mort. En plus d'une formation rigoureuse, les policiers adjoints bénéficient d'un suivi psychologique continu. Lors de la sélection des policiers adjoints, mais également des titulaires, nous avons des phases de tests psychotechniques, donc des tests écrits. Puis ensuite, systématiquement, dans les jurys, lors de la phase de l'entretien à l'oral, nous avons un psychologue qui est présent tout au long de la phase de recrutement et qui va en effet chercher des candidats sur leur profil psychologique. Il y a également, la police nationale a également mis en place un service de soutien psychologique opérationnel avec un psychologue qui est à disposition de l'ensemble des policiers pour répondre à leurs attentes, que ce soit les policiers de terrain ou les policiers en matière d'investigation. Section PA, à mon commandement. Debout! Déposez aux couleurs, joignez vos emplacements.
Aux valeurs de respect et de camaraderie s'ajoute dans le cadre de la formation des policiers adjoints l'enseignement des valeurs républicaines. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve l'océan. Sécurité toujours, mais cette fois-ci des espaces verts. L'élagage des Maru-Maru se poursuit à Papeete pour limiter leur prise au vent cette saison cyclonique. Dans la rue du Mont-Durville, 36 Maru-Maru sont concernés, dont 9 abattus récemment pour problèmes racinaires. La ville suit les recommandations d'experts pour l'entretien de ces arbres centenaires et prévoit de planter d'autres espèces adaptées. Écoutons le premier adjoint au maire, Paul Méotoui, au micro de Thomas Chabrol. Ces Maru-Maru ont été plantés il y a 100 ans ou 150 ans et donc ils occupent la place qu'ils occupent aujourd'hui et qui se sont développés et ils ont poussé près des bâtiments. Ces bâtiments, ils sont bien contents de voir que la ville fait son travail de protection et d'élagage des branches. On a environ 2000 arbres à élaguer par an. Et là, nous sommes sur une action qui consiste à élaguer 7 waris. Élaguer 7 waris où il y a pas mal de Maru-Maru. Alors on est en train de réfléchir quelles sont les variétés qu'on pourrait multiplier, de telle sorte qu'on puisse, d'ici quelques temps, planter des arbres qui soient de qualité. Elle contribue elle aussi à la sécurité et cette fois-ci alimentaire. Luc Basset, grand passionné des abeilles, a remporté la médaille d'or au concours du meilleur miel 2024. Cet apiculteur amateur a été surpris par cette victoire. Son miel Tahitian Bees primé provient de son rucher à Aroué où il aime se ressourcer et échanger avec ses abeilles. Thomas Chabrol. Luc Basset est un apiculteur heureux lorsqu'il rend visite à ses abeilles. D'abord, il les observe attentivement au niveau du trou de vol, puis il leur parle avant d'ouvrir les ruches. Grâce à ses butineuses et ses ouvrières, les colonies lui ont fourni un miel riche en saveurs. Ce rucher situé sur les hauteurs de Aroué est entouré de différentes fleurs. On a principalement du chien-dent, du pis-pis, du palmier. Et comme tu l'as dit, on est sur un lotissement donc avec énormément de fleurs, de variétés différentes que cultivent tous les propriétaires, locataires des maisons qui nous entourent. On n'est pas sur un terrain agricole, on n'a pas de pesticides, on n'est pas embêté. À 61 ans, cet entrepreneur prend un nouveau virage dans sa vie. Depuis 6 ans, il se passionne pour l'apiculture en tant qu'amateur. Petit-fils d'ingénieur agronome, Luc renoue avec le monde de la terre. Pour lui, les abeilles sont une source d'inspiration. J'ai souhaité, vers la fin de ma vie, revenir vers une passion qui était plus que les abeilles, qui est la nature en fait. C'est prodigieux à regarder, à apprendre énormément de choses, même sur notre propre vie, notre propre espèce humaine. L'amateur éclairé s'applique à suivre les recommandations qu'il a apprises lors de 2 formations. Minutieux, il tient un cahier de notes. Luc est aussi un apiculteur connecté. Grâce à une application, il gère ses ruches et optimise son travail. Sa persévérance est aujourd'hui récompensée. Le 21 octobre, son miel a été jugé comme le meilleur miel de Polynésie de l'année 2024. La médaille d'or, pour moi, ce n'est pas un aboutissement, c'est le début d'une étape. Maintenant, il faut y rester, il faut pratiquer encore plus. Ce n'est pas parce qu'on est médaille d'or qu'on sait tout. Non, voilà, c'est le début. Au départ, Luc a débuté avec 2 ruches. Il en compte désormais 20 de plus et passe ainsi en catégorie professionnelle. Il compte défendre l'activité car pour obtenir un produit d'exception, encore faut-il protéger les colonies. Les abeilles sont menacées par la loque américaine présente en Polynésie et d'autres maladies inquiètent la filière à l'échelle mondiale. Voilà, il faut qu'on soit encore plus respectueux et surtout pouvoir montrer l'exemple maintenant aux jeunes apiculteurs qui arrivent derrière sur la bonne pratique afin de conserver cet équilibre et de sauvegarder les abeilles sur notre Fénois. Avec sa petite production, 53 kilos de miel ont été récoltés pour le concours. Luc espère doubler ce volume l'an prochain. J'avais à l'époque 8 ou 10 ruches sur le rucher. Certaines avaient bien donné parce qu'elles avaient été bien préparées, d'autres moins. On avait eu des épisodes pluvieux qui avaient compliqué la tâche. Et puis comme je suis un apiculteur amateur et puis respectueux de mes abeilles, j'ai laissé beaucoup de cadres pour leur nourriture. Parce qu'en fait, on partage la nourriture des abeilles, on prend le surplus normalement. En plus du travail des ruches, l'apiculteur prépare un autre produit gourmet, le vinaigre artisanal.
Au corosol ou encore à la banane, c'est dans ces fûts que l'alcool fermente doucement pour devenir un vinaigre du Fénois. Luc a même reçu la visite et les encouragements du chef Thierry Marx. Le festival des Tours à Paix a débuté cet après-midi à Oud-Etiniho, rassemblant des délégations des 5 îles. Artisans, chanteurs et danseurs de toute génération partageront tradition et savoir-faire jusqu'au 10 novembre. 30 ans après sa première édition en 1989 à Rurutu, l'association Nahiro Epais relance l'événement. Thomas Chabrol et Méré Théato étaient présents à la cérémonie d'ouverture. L'archipel des Australes, sans prendre l'avion, Rapa, Rimatara, Rurutu, Raivave et Tubuai se réunissent pour dévoiler au public toute leur richesse. Le festival Nahiro Epais est officiellement ouvert. Il est une fenêtre sur ces 5 îles. Cette cérémonie d'ouverture réunit pas moins de 400 personnes et tous les participants, quel que soit leur âge, sont fiers de représenter leur île, leur identité. Une fierté aussi d'accueillir tout le monde. On n'a pas la même façon de vivre ici ou dans les autres îles par rapport à nous. Chez nous, c'est une vie paisible. Cette année, Rapa dirige cet événement majeur pour les habitants des Australes, 30 ans après la première édition. Chaque délégation a choisi un thème libre exprimé par des chants. Le chef d'orchestre du festival se réjouit de voir la jeunesse des Tuapais suivre le pas. Voilà, et la transmission, c'est très important. Il faut tout donner à nos enfants, les coutumes, nos danses, nos chants, etc. Il faut donner parce que sinon, ça risque de se perdre. Sous les chapiteaux, les artisans ont confectionné tous les produits typiques, chapeaux, paniers, corbeilles. La vannerie, c'est le trésor des Australes. Ce rassemblement permet également aux personnes originaires de l'archipel installées à Tahiti de renouer avec leurs racines et leurs proches. Avec les événements comme ça, des festivals, là tu vas réunir avec la famille des îles, des 5 îles. Aussi mes enfants aussi, ils viennent dans leur domaine des Australes aussi. Ils font le travail, c'est ça leur gagne-pain maintenant aux îles des Australes, c'est les pandaniches. Plusieurs ateliers de démonstration, des soirées de chants et danses sont programmés jusqu'au 10 novembre. Chaque journée du festival est consacrée à une île. Et vous l'avez compris, c'est le moment de notre journal des sports avec Oriano Tefo. Je suis ravi de vous rejoindre. Ce soir, on vous résume l'actualité sportive du week-end et c'est tout de suite. On ouvre notre journal avec les championnats de Polynésie de bras de fer. Hier, dans un hôtel de Haroué, une trentaine de féristes, toutes catégories confondues, se sont affrontés. Reivaver, Bora Bora et Reiate ont fait spécialement le déplacement. Une compétition organisée par la commission locale et Émeric Pradine, ancien champion de France, Indieb, était sur place. Salle climatisée, DJ, bar, tout est réuni pour que le public profite confortablement de cette compétition. La nouvelle formule du championnat de Polynésie fait l'unanimité. Le cadre fait qu'on est plus à l'aise et j'essaie de changer aussi par rapport à l'organisation. Et puis on est un peu bien ici au frais avec un bar et tout, donc c'est l'idéal. On est plus prêt pour le combat, je sais pas. L'effet de cette salle est vraiment positif, les compétiteurs sont boostés à bloc. Simplicio, optant pour l'intimidation, tente de déstabiliser ses adversaires, mais cette stratégie semble moins efficace cette fois-ci. Mon adversaire, il est gaucher, moi je suis droitier. Du coup, à chaque fois qu'on se rencontre, je suis obligé de l'intimider pour pouvoir au moins le bouger. Du coup, ça a réussi, mais il m'a tenu jusqu'à la fin. J'ai essayé de mettre des cris, des secours, mais j'ai pas réussi. Mais j'ai essayé, voilà. C'est pas fini. Merci beaucoup, c'est pas fini, c'est vrai. J'ai ma finale droite qui m'attend. Les féristes enchaînent les duels durant les phases éliminatoires. Au bout de 2 défaites, les compétiteurs sont éliminés. Les meilleurs avancent jusqu'aux phases finales. Pour l'instant, ça va. On essaie de gérer quand même les combats pour pas se blesser aussi, quoi. Quelle est la bonne stratégie pour passer les qualificatifs? Tout donner dès le départ. C'est la bonne stratégie, des duels explosifs. Le niveau est particulièrement élevé chez les poids lourds. L'absence de l'ancien champion Taur Ateaheruea motive les prétendants. Les vainqueurs de chaque catégorie seront qualifiés pour le championnat de France en 2025.
Le niveau a beaucoup évolué. Les jeunes commencent à s'intéresser hein, et ils veulent avoir un niveau élevé. Et c'est normal. C'est un sport individuel, c'est un sport qui évolue. Hein. On ne va pas aussi oublier, c'est un peu grâce à notre départ en France en 2021 avec Tauratea et Tepa. Hein, et ce sport a pris de l'ampleur. Il y a du bon niveau, il y a 5-6 athlètes de très bon niveau ici. Je suis là pour apporter mon expérience dans l'organisation, mais également semaine prochaine on va faire beaucoup de séminaires sur l'entraînement. Ils ont encore à apprendre un peu mieux comment s'entraîner, comment être meilleur dans l'entraînement pour pouvoir performer en France, en métropole et j'espère aussi au niveau mondial. Les meilleurs compétiteurs sont récompensés et parmi eux Eria Tararatia qui récupère le titre de champion chez les plus de 100 kg pour cette édition 2024. Les ferristes se retrouveront en décembre pour un nouvel affrontement à la Vendetta. Et on continue avec des duels, mais sur le ring cette fois-ci. 2 semaines justement après avoir organisé son championnat éducatif de boxe thaïlandaise, le Top Fighting Boxing Club Thaiti revient sous les feux de la rampe avec les adultes au programme. C'est la dernière ligne droite pour les combattants avant le grand rendez-vous de Eto Nui en décembre, les temps forts dans ce reportage. 25 combats à l'affiche, majoritairement des duels light contact. La technique est privilégiée et le KO est interdit. Un seul combat amateur engagé pour cette soirée, car avec le Eto Nui qui approche à grands pas, les compétiteurs confirmés préfèrent se préserver. Je comprends les clubs, ils évitent de blesser des combattants potentiels qui pourront représenter la Fédé et la Polynésie à l'étranger. Ces dernières années, d'ailleurs, tous les meilleurs combattants qui ont boxé en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et ailleurs, sont tous issus du championnat Eto Nui organisé annuellement. Oui, de toute façon, tous les combats de l'année sont des préparations pour le Eto Nui. C'est vrai que ça, c'est le dernier gala de l'année. Donc, chaque combat est une expérience. Donc, c'est sûr que là, ça les prépare. Et donc, voilà, donc, tant mieux. En plus, il y a un mois, ça va, c'est bien placé, quoi. Chez les moins de 75 kg, Keanuina du Team Arupa dispute son deuxième combat de sa carrière. Il réussit à décrocher la victoire en favorisant le corps à corps. Ça s'est plutôt bien passé, mais j'étais plutôt essoufflé au deuxième round. J'écoutais aussi le coach, enfin j'essayais d'écouter le coach. Il me disait plutôt d'aller en clinch, d'attraper sa tête et le genou sans m'arrêter. Et j'ai essayé d'écouter et d'appliquer. Autre victoire pour la Team Arupa avec son représentant Tuheya Vateripaya. Même stratégie que son partenaire, de l'intensité durant les phases de saisie. J'ai placé les saisies genoux, les coups de coude. Comme je suis plutôt fort en clinch, donc voilà, c'était ça mon avantage. Tous les regards sont désormais tournés vers le championnat de Eto Nui le samedi 14 décembre à Fatawa. La Go Throwdown, une compétition interne organisée par la salle de CrossFit à Fareouté. Elle a rassemblé ses adhérents, 20 équipes en tout composées de 3 athlètes, une femme et 2 hommes. Objectif, motiver ses pensionnaires à se surpasser et surtout resserrer la cohésion dans l'effort. Les précisions dans ce reportage. Les Woods démarrent à l'extérieur en plein milieu de la zone industrielle. Les concurrents enchaînent une série d'exercices le plus vite possible. Autant vous dire qu'il faut avoir le cardio bien accroché et un mental d'acier pour se surpasser. Cette équipe engagée dans la catégorie RX les plus avancées est 13 en intermédiaire. Les athlètes doivent effectuer 5 épreuves sur toute la journée. Donc là, on vient de terminer la première épreuve, qui était de courir 1800 mètres avec une balle de 9 kg. 2 personnes devaient porter une balle de 9 kg. La troisième personne, elle n'a pas de balle, du coup on pouvait faire des relais sur ça. Et ensuite, le reste du temps, sur les 13 minutes de travail, on faisait un maximum de calories. Donc là, il fallait chercher le maximum de calories possible pour avoir le meilleur score. On a tenu au mieux la stratégie et le but c'était de ne pas perdre de temps ni sur les transitions de ballon ni sur la course. On a coupé en petits passages avec la balle et c'était vraiment top, quoi. On a bien tenu l'allure. Et je pense qu'on a fait un bon temps. Maintenant, il faut tenir la journée. Heureusement qu'il y a les garçons pour me soutenir. Moi, je suis plus là à les encourager, mais je vais tout donner dans tous les cas, quoi. La discipline se veut complète. Elle mêle la gymnastique, l'haltérophilie et les sports d'endurance. L'objectif est d'allier force, souplesse, puissance, vitesse, agilité, équilibre. Rien que cela. Ça va s'enchaîner avec des mouvements de gymnastique, donc c'est vraiment dans le cadre d'une discipline où ils sont obligés de maîtriser tous ces mouvements-là. Le but est de motiver nos athlètes
à pratiquer déjà cette discipline et les encourager à se dépasser dans des événements de type cross-training. Donc c'est une discipline qui commence à beaucoup fonctionner à Tahiti. Et donc l'intérêt pour nous, c'est qu'ils créent un lien fort entre eux et qu'il y ait une vraie cohésion dans l'effort. Pour motiver les troupes, un billet d'avion est offert à l'équipe victorieuse dans la catégorie RX. À la fin de la journée, c'est le trio Honey Goat qui l'emporte. Il est composé de Tehotu Taveitei, Stéphanie Broderson et Teremu Toatekina. Allez, retour sur la 31e édition de la Hawaii Kinuiva qui a vu la victoire du Team OPT pour la deuxième année consécutive. La manifestation sportive s'est terminée hier par la AREVA, une course qui réunissait les cadets, les parava et les équipages d'entreprise. Pour nous dresser le bilan de cette Hawaii Kinuiva, nous recevons ce soir son vice-président Louis Maiotui Yorana. Yorana Louis. Alors, aucun incident majeur n'a été déploré pour cette édition. Quel est le secret de cette réussite? Je pense que nous avons mis beaucoup de rigueur dans l'organisation, autant que faire se peut, et nous avons briefé un maximum les participants. Nous avons mis les moyens en ce qui concerne le secourisme et la couverture médicale. De ce côté-là, on peut dire qu'on était plus ou moins parés. Et il faut quand même reconnaître que le niveau athlétique et sportif a beaucoup évolué et nous avons affaire pratiquement à du haut niveau, voire du très haut même pour la tête de course. Alors justement, vice-président, la course, on l'a vu, nous a livré du spectacle, un beau suspense. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des plus belles courses de la plus belle édition de la Hawaii Kinuiva? C'est en effet une des plus belles éditions que nous ayons eu le plaisir de regarder. Alors toi, Loulou, qui a vu un peu l'historique de toutes ces courses, tu peux la comparer avec quelle édition, si c'est la meilleure? Je ne vais pas m'amuser à faire des comparaisons, il y en a tellement, 31e édition, et revenir dans mes souvenirs, non, il y a toutes les éditions, de manière générale, elles étaient belles. Alors, si on veut qu'elle reste aussi prestigieuse, quelles sont les choses à améliorer? Les choses à améliorer, il y en a sans doute, sans aucun doute, beaucoup de choses à améliorer. Mais il faut aussi bien noter que le mieux reste l'ennemi du bien. Alors, de ce côté-là, on temporise un peu, puis nous attendrons, nous, le comité, de faire notre propre bilan et ensuite en tirer les leçons qui conviennent. Et d'habitude, quels sont les points à rectifier, d'habitude chaque année, qui se répètent? Les années passées, notre point noir était les départs. Cette année, sur l'ensemble des courses, nous n'avons eu aucun problème de faux départ ou de départ mordu ou volé. Tous les départs se sont très bien passés. Et ça, c'est un point qu'il faut noter favorablement. Et nous n'avons pas eu à interpeller tel équipage reculé de manière à obtempérer aux ordres du statutaire. C'était silence sur la ligne, rien que la signalétique, elle a été très bien suivie. Alors Louis, un petit point noir a tout de même été relevé par les clubs lors de la dernière course, la aérée à Bora Bora. Certains équipages se sont plaints du manque de balisage sur le parcours. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Il n'y avait pas de manque de balisage. Ils avaient, eux, confondu à des bouées qui indiquaient un pâté de corail de manière à ne pas s'échouer. Et ça, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ces bouées. C'est des bouées qui existent depuis toujours à Bora Bora. C'est un pâté de corail, c'est dangereux, on peut s'échouer dessus. Merci Loulou pour cette séance d'interview. En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est que le niveau a beaucoup élevé et on se donne rendez-vous pour l'année prochaine. Avec plaisir. Allez, la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition poursuit son programme de formation pour encadrer les pêcheurs et sensibiliser la population sur les risques liés aux activités sous-marines. Après un stage à Tupoué, 12 futurs initiateurs et 4 futurs moniteurs ont encadré une formation sur la sécurité en chasse sous-marine à Tevayuta. Parmi eux se trouvait Ndieb. Regardez.
Comment secourir une personne en état de syncope au fond de l'eau? Les initiateurs enseignent les gestes de secours et le protocole à suivre pour éviter le pire. L'intervention doit être rapide. Le plongeur secouriste remonte la victime en se positionnant dans son dos afin de dégager les voies respiratoires. J'aime bien le milieu marin, donc je pense que cette formation me servira pour le futur. D'apprendre les règles de sécurité, de connaître le matériel à utiliser, de bien choisir son matériel aussi, et avoir quelques notions en apnée. Même les plus jeunes trouvent la formation très enrichissante, surtout lorsqu'il s'agit d'apprendre à sauver des vies. J'aime bien parce qu'on apprend à sauver des vies, on apprend à pêcher, on apprend à faire plein de choses. C'est facile à retenir, c'est facile à pratiquer. Préparation du matériel avant de partir à la pêche, une étape cruciale pour la sécurité de tous. L'apnée statique, un exercice essentiel pour apprendre à gérer sa respiration sous l'eau. Et l'apnée dynamique où chaque nageur est accompagné. Dans ces 4 ateliers, la sécurité est mise en avant pour sensibiliser davantage le public. Un véritable atout pour les initiateurs et moniteurs qui œuvrent à rendre les activités aquatiques plus sûres pour tous. C'est ce qui va me permettre justement d'approfondir et de partager encore plus ce savoir-là au niveau sécurité. Ça reste toujours dans ce niveau-là. Et faire des apnées, on est tous capables, mais en toute sécurité, il faut savoir, il faut avoir toutes les notions et tout ce savoir en main. Pas tant pour le diplôme, mais plus pour le savoir. Et aussi parce que y a cette communauté d'apnéistes et puis de pêcheurs sous-marins dans lequel j'évolue à l'heure actuelle. Et pourquoi pas mettre mon école à disposition de cette pratique. Là, nous avons 2 niveaux qui sont en train de se former. Le niveau 1, les initiateurs, et le niveau 2 pour des moniteurs d'activités subaquatiques. Ils passent une grande partie de leur évaluation pratique pour ce diplôme et ils doivent concevoir et conduire, encadrer un stage de chasse sous-marine en sécurité pour un public lambda. La semaine prochaine, la fédération se rendra à Fatouiva aux Marquises pour un nouveau stage de formation et de sensibilisation. Ils veulent tous être footballeurs professionnels. Et pour les accompagner vers le haut niveau tout en continuant leurs études, la Fédération tahitienne a ouvert cette année son pôle espoir. Elle propose un suivi de l'adolescent à l'entraînement et à l'école avec un emploi du temps aménagé. Et bien chargé, surtout les détails dans ce reportage. Allez, révisez bien vos leçons, c'est important. Essaye d'écrire plus gros, toi. Un mercredi comme les autres pour les pensionnaires de l'académie. Après l'école, retour à l'internat pour continuer les révisions et terminer les exercices. Pendant toute la saison, ces collégiens s'entraînent près de 10 heures par semaine et le week-end est consacré au match. Un emploi du temps intensif entre sport et études. Ils visent à améliorer leur performance et devenir autonomes. Le haut niveau, c'est être bien dans sa tête pour être bien dans son corps aussi. Donc on essaye de faire des repas équilibrés, des journées type au quotidien pour prendre le rythme d'être capable d'enchaîner les charges de travail tous les jours et puis d'apprendre à se reposer, prendre soin de son corps, de ses pieds forcément, parce que c'est l'outil de travail du footballeur. On travaille dur, il y a un temps pour rigoler, un temps pour travailler, ça c'est sûr. On est un bon groupe et franchement ensemble on évolue bien. Quelques minutes plus tard, on échange ses manuels contre des crampons de football. C'est parti pour 2 heures d'entraînement. Au programme, jeu à 11 sur un grand terrain. Les espoirs sont équipés de capteurs GPS. Une fois connectés, le dispositif enregistre toutes les données. Tous les jours, on leur affiche ici la durée de la séance, la distance en mètres qu'ils ont parcouru pendant la séance, le nombre d'accélérations, de décélérations, les vitesses maximum et les distances en mètres sur les vitesses à haute intensité, supérieures à 23 km/h, à intensité moyenne entre 16 et 23 et ainsi de suite par palier, de manière à pouvoir se comparer les uns par rapport aux autres et puis à essayer de tirer tout le monde vers le haut, quoi. La tête pleine de rêves, mais les pieds bien sur terre. Ces jeunes triés sur le volet représentent l'élite et les valeurs de la discipline. Je compte aller jusqu'au niveau professionnel, si je peux. Si je veux intégrer des centres de formation, je peux faire des tests en métropole ou dans d'autres pays pour essayer d'intégrer des centres de formation et essayer de m'améliorer encore plus. On travaille beaucoup sur le terrain, mais on est quand même toujours copains au niveau des entraînements. Mais oui, sinon là c'est focus séance, on écoute les coachs, les consignes et on applique ce qu'on doit faire. À un moment donné, il faut être capable de se faire violence. Pour ces jeunes, le pôle de performance est une étape importante dans leur conquête du haut niveau et d'une vie différente.
C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas dans quelques instants votre film L'âge de glace, la dérive des continents, suivi de votre magazine Zone interdite. Demain à la même heure, retrouvez sur notre antenne Emma Mathieu pour votre journal. Prudence où que vous soyez. Excellente soirée à tous. Et comme d'habitude, on se quitte avec les plus belles images de ce week-end. Bonne soirée à tous. Me like that, me no think you took my man, me no got anything. Why don't you come and take a walk on me baseline? Little bit of that we give it to a child, yeah. Even though you don't want come look me fair, me no care about it that day. But tell me now what love you don't wanna show me, but me no